Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Paris, cher Patrick Friedman, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers collègues, chers amis, et je voudrais adresser un salut particulier aux 28 étudiants de Pascal Gonod qui sont avec leurs professeurs dans la salle de l'intérieur, que je suis allée voir tout à l'heure et à qui j'avais dit que j'aurais un mot pour eux. Je les remercie d'être là. Je vous remercie tous d'être là et je dois dire que le cœur de la présidente du comité d'histoire bat la chamade à la vue d'une salle d'assemblée générale pleine pour les conférences Vincent Wright, pour une conférence, il faut bien le dire, exceptionnelle, et à la vue en tous les cas, non pas imaginée, parce que je suis allée les voir, mais de ceux qui sont présents dans la salle de l'intérieur. Vous le savez, dans le cadre justement de ce cycle de conférences Vincent Wright, le comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative, dont beaucoup de membres sont présents ce soir, et dont l'objet est de développer la recherche sur l'histoire du Conseil d'État, de la juridiction administrative et du droit public, s'est fixé pour mission, au-delà du développement de cette recherche, de célébrer les anniversaires importants. Or, nous fêtons, je crois qu'on peut dire fêtons, ces jours-ci, le 30e anniversaire de l'arrêt Niccolo. En effet, la requête par laquelle M. Niccolo demandait l'annulation des élections au Parlement européen au motif que l'organisation du scrutin dans les départements et territoires d'outre-mer et l'élection des candidats dans ces collectivités étaient contraires au traité de Rome du 25 mars 1957, instituant, c'était l'ancien temps, la Communauté économique européenne, a été examinée par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État lors de sa séance du 13 octobre, il y a donc 30 ans et un jour, 1989, et l'arrêt a été lu le 20 octobre 1989. À la différence de l'arrêt Blanco, qui connut une gloire tardive, 30 ans après avoir été rendu, comme l'a souligné notamment Jean Rivero, l'arrêt Niccolo a immédiatement été reconnu comme un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Et il eut, dès sa lecture, un fort retentissement médiatique et doctrinal. La presse écrite de l'époque remarqua l'importance de ce revirement de jurisprudence. Le journal Le Monde, du 21 octobre, le qualifia de revirement spectaculaire. Le journal Libération, des 21 et 22 octobre, évoqua une importante évolution jurisprudentielle. Et même l'Humanité, ou vous allez me dire logiquement l'Humanité, du 26 octobre, constata un virage à 180 degrés de la jurisprudence. L'arrêt et les conclusions du commissaire du gouvernement, Patrick Friedman, furent publiés et commentés dans les principales revues juridiques. La décision Niccolo fit notamment l'objet d'un commentaire dans la chronique générale de la jurisprudence administrative, publiée, vous le savez, à l'actualité juridique droit administratif, AJDA, par les maîtres des requêtes responsables du Centre de documentation du Conseil d'État, AJDA 89, chronique Honorat et Baptiste, page 756. Or, comme le rappelait le vice-président Marcelon à l'occasion du 40e anniversaire de la chronique, je le cite, « Rares sont les exemples de grands arrêts qui n'ont pas eu l'honneur d'un commentaire immédiat dans la dite chronique ». La décision Niccolo fit également son entrée dès 1990 dans la 9e édition du célèbre recueil de jurisprudence les grands arrêts de la jurisprudence administrative, créés, vous le savez, sous l'impulsion du vice-président René Cassin. L'arrêt figure toujours dans la 22e édition, page 598, pour ceux qui lisent encore sur support papier. Quelques années après l'arrêt, enfin, le vice-président Renaud Denoy de Saint-Marc, célébrant un autre anniversaire, celui des 40 ans de la Ve République, mentionna l'arrêt Niccolo aux côtés des arrêts Syndicat général des ingénieurs conseils du 26 juin 1959 ou Ville Nouvelle-Est du 28 mai 1971, dont je cite le tiercé des grands arrêts qui illustrent le mieux la capacité d'innovation du juge administratif. J'ai souvent rêvé de savoir comment se sont fabriqués les grands arrêts, fondateurs de la jurisprudence administrative,
et de pouvoir interroger, par exemple, les commissaires du gouvernement David et Romieux sur les arrêts Blanco, Prince Napoléon ou Société immobilière Saint-Just. Et ce soir, je vais vous aider et je vais moi-même réaliser ce rêve, puisque nous allons avoir la chance d'entendre le président Patrick Friedman, qui, tout jeune maître des requêtes, a conclu sur la requête de M. Nicolo, il y a 30 ans. Il pourra ainsi nous faire le récit de l'intérieur, des tenants et des aboutissants de cette évolution jurisprudentielle majeure, tout en respectant évidemment le secret du délibéré. Mais nous avons la chance supplémentaire d'avoir également parmi nous, dans le public, le président Michel Combarnous, membre également du Conseil scientifique, du Comité d'histoire, du Conseil d'État. Il était alors président de la section du contentieux, puisqu'il a été à cette tête de 1986 à 1995. Nous avons aussi la présidente Questiot, qui a siégé également dans le cadre donc du délibéré de cette affaire, puisque la présidente Questiot était alors, depuis 1 an, présidente de la section des travaux publics. Et je ne voudrais pas oublier le rapporteur de l'affaire, Cyril de Montgolfier, qui est également là. Vous avez donc des acteurs de cet arrêt qui sont ici et qui pourront compléter ce que va nous dire le président Friedman et sans doute répondre à des questions. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que votre réunion à tous, Madame et Monsieur le Président, cher Patrick et cher Cyril, dans cette salle, à l'occasion de la célébration des 30 ans de l'arrêt Nicolo, illustre à la fois la qualité du travail des jeunes membres du Conseil d'État, car le rapporteur et le commissaire du gouvernement, comme on disait alors, étaient tout jeunes. Et surtout, l'importance de l'alliance des générations, qui, toutes deux, sont une des richesses de notre institution et qui jouent un rôle décisif dans à la fois la qualité de notre travail et sa force d'innovation. Avant d'arrêter mon propos, je voudrais attirer votre attention sur la brochure qui vous a été remise, parce que c'est en quelque sorte une première. Elle contient le texte de l'arrêt anonymisé, une bibliographie savante qui a été élaborée par la direction de la Bibliothèque et des Archives, et je tiens à exprimer à cet égard ma gratitude à Claire-Sibylle de Grimoire. Et je vais donc maintenant céder la parole avec bonheur à mon ami et collègue Patrick Friedman, président donc de la Cour administrative d'appel de Paris, mais surtout commissaire du gouvernement de cet arrêt. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Martine, pour cette introduction élogieuse. Alors, je me réjouis de l'ampleur du public, étant moi-même un auditeur occasionnel du comité d'histoire. J'ai effectivement jamais vu cette salle aussi remplie pour une conférence. Mais il faut dire que le sujet est plus porteur que la Polynodie sous la Régence ou le Conseil d'État sous la monarchie de Juillet, qui sont les 2 dernières conférences auxquelles j'ai été, d'ailleurs très intéressantes, mais peut-être un peu plus éloignées des préoccupations quotidiennes de la juridiction administrative d'aujourd'hui. Alors, je voudrais aussi saluer les nombreuses éminentes personnalités que j'aperçois dans la salle. Je suis très honoré de leur présence. J'espère ne pas trop les décevoir, comme ne pas trop décevoir le public en général. Alors, je ne vais pas aujourd'hui disserter de la théorie juridique qui sous-tend l'arrêt Nicolo, ni même des motifs d'opportunité qui expliquent ce raisonnement. De ce point de vue-là, j'ai tout dit dans mes conclusions il y a 30 ans. Je ne suis pas là pour les répéter, encore moins pour les modifier. Je n'ai d'ailleurs pas changé d'avis et je n'ai rien à y ajouter ni à y retrancher. Et je suis là, je l'avais expliqué dans le petit document qui a été diffusé, pour narrer ce que j'appelle la petite histoire de l'arrêt, c'est-à-dire raconter concrètement comment s'est fait cet arrêt, ça, ce qu'on ne voit pas dans les manuels, et d'ailleurs ce qui a beaucoup moins d'importance naturellement. Alors mes souvenirs se sont un peu effacés, ils peuvent être imprécis parfois et éventuellement un peu déformés aussi par l'effet du temps, tout cela date d'il y a 30 ans.
Sur certains points, ils ont été opportunément ravivés par la consultation d'archives, notamment les archives de la vice-présidence du président Long, que Madame de Grimoire a mis à ma disposition, et surtout mes archives personnelles. J'ai 3 cartons d'archives à mon domicile sur cette affaire. Alors, l'ancienne directrice d'archives va peut-être me dire que ça devrait être aux archives nationales, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour l'instant stocké à la cave de mon domicile, mais ça m'a permis de préparer cette conférence. L'honnêteté m'oblige à dire que je ne dirai pas ici tout ce que je pourrais dire sur la façon dont l'arrêt a été rendu, la façon dont je l'ai vécu. D'abord parce que je suis tenu par le secret du délibéré. La présidente de Boisdef me l'a rappelé à l'instant même. Et il faut encore attendre 45 ans, si je ne m'abuse, avant que les notes de délibéré, par exemple, puissent être rendues publiques, puisque, sauf erreur de ma part, c'est au bout de 75 ans. Et puis il y a des choses qui, pour différentes raisons, doivent demeurer confidentielles, y compris, je n'y reviendrai pas, un événement personnel douloureux que j'ai vécu moi-même au moment même où j'écrivais mes conclusions et qui est dans mon esprit indissociablement associé à l'arrêt Niccolo, mais qui n'a strictement aucun intérêt pour l'histoire du droit, et donc je n'y reviendrai pas. Et puis je dois dire aussi que j'ai sélectionné beaucoup mes souvenirs, parce que j'aurais pu vous entretenir de ça jusqu'au bout de la nuit, mais ce n'est pas le format des conférences prévues, ni même, je crois, celui souhaité par le public ici présent. Et dernière remarque liminaire, il s'agit évidemment de mes propres souvenirs de l'affaire, donc de mon vécu personnel, inévitablement subjectif. D'autres, dont certains malheureusement ne sont plus là pour pouvoir en parler, auraient sans doute d'autres souvenirs, ont vu des choses dont je n'ai pas été moi-même témoin à l'époque, ou peut-être ont vu les mêmes choses que moi, mais on en aurait une vision différente. Donc évidemment, c'est le point de vue de mon vécu tel que je l'ai ressenti. Alors il faut d'abord que je vous dise, au risque de vous surprendre, et je crains de vous décevoir, mais je suis là pour dire la vérité, l'arrêt Niccolo n'a pas été, en ce qui concerne son élaboration concrète, la grande œuvre jurisprudentielle solidement appuyée sur l'argumentation des parties, longuement préparée, mûrement débattue en séance d'instruction, que l'on pourrait imaginer. Il y a bien sûr eu en amont, et ça va relativiser tout ce que je vais dire ensuite, il y a eu toutes les réflexions préalables sur la question juridique fondamentale, la suprématie des traités et du droit européen sur les lois, qui avait donné lieu à d'innombrables contributions intellectuelles et qui, bien sûr, avait préparé ce revirement de jurisprudence. La jeunesse de l'arrêt et de mes conclusions, elle est d'abord à rechercher là, mais l'affaire Niccolo elle-même, et d'ailleurs j'explique que ça ait pu se passer ainsi par tout ce qui avait précédé, l'affaire Niccolo elle-même, c'est un dossier au contenu indigent qui a été traité en à peine plus d'une semaine, et selon une procédure d'examen interne qui a été réduite à sa plus simple expression. Un dossier au contenu indigent. Alors malheureusement, il n'a pas été possible de le consulter et de le reconsulter comme je l'aurais souhaité, parce qu'au bout de 30 ans, je ne me souviens plus exactement des termes qui étaient utilisés. J'aurais même voulu vous le montrer physiquement, mais il se trouve que ce dossier est aux Archives nationales dans le dépôt de Fontainebleau, et ce dépôt étant en instance de transfert pour le dépôt de Pierrefitte, je ne sais pas pour combien de temps, toutes les communications ont été interrompues et il n'a pas été possible d'obtenir ce dossier. Je sais que Mme de Grimoire a même dit que le vice-président serait sûrement sensible à ce qu'on nous donne, etc. Mais rien n'a eu à faire. Nous n'avons pas obtenu ce dossier et je vais donc pouvoir vous le montrer comme j'avais imaginé. Mais alors ce dossier, parce que je m'en souviens quand même, était absolument squelettique. La requête faisait environ 1 page. Elle était écrite par le requérant lui-même, sans avocat. Je vois parfois le président de l'ordre et l'ancien président à ses côtés, sans avocat. Ça aurait été différent autrement. Il faut bien dire que c'était une requête qui était à peine compréhensible. Il fallait d'abord un effort de déchiffrage et il fallait ensuite un effort de requalification de l'argumentation pour lui faire dire ce qu'on lui dit dans l'arrêt, mais qui correspond quand même au sens général de la requête, je le souligne, qui est donc cette contrariété entre la loi de 1977 relative aux élections à l'Assemblée européenne, Parlement européen maintenant, et le traité de Rome, en ce qu'on considérait que les élections européennes devaient avoir lieu également dans les départements et territoires d'outre-mer qui ne font pas partie de l'Europe au sens géographique du terme en tout cas.
Voilà pour ce qui est de cette requête. Alors, à l'évidence, M. Nicolo n'avait pas conscience, en l'écrivant, qu'il attacherait son nom à un grand arrêt de la justice administrative. Je crois vraiment qu'il ne pouvait pas l'imaginer. Les écritures du gouvernement étaient à peine plus développées. Elles ne se plaçaient pas du tout dans la perspective d'un éventuel revirement de jurisprudence. Elles étaient très brèves. Et elles étaient d'ailleurs en partie consacrées à une conclusion tendant à ce que le juge prononce une amende pour recours abusif à l'encontre de M. Nicolo. Conclusion au demeurant irrecevable selon la jurisprudence, puisque c'est un pouvoir propre du juge et les parties ne sont pas recevables à demander au juge d'en user. De mémoire, l'épaisseur du dossier ne devait pas dépasser 5 mm, cote cartonnée comprise. Voilà le dossier de l'affaire Nicolo. Alors, un dossier traité en à peine plus d'une semaine. Alors, je ne compte pas le délai de lecture, qui d'ailleurs avait été réduit lui-même à une semaine, et qui évidemment a prolongé, mais à partir du délibéré, tous les gens dans la salle qui savent comment les choses se passent, il ne s'est évidemment plus rien passé, et tout était réglé le 13 octobre. Alors, les événements se sont déroulés de la façon suivante. Alors, lors d'une séance d'instruction qui était consacrée à toute autre chose, alors nous étions, je pense, malheureusement, je n'ai pas réussi à être certain de cette date, je pense que nous étions le mercredi 4 octobre, il est possible que ce soit le lundi 2 octobre. Là aussi, j'ai cherché dans les archives ce qu'il en était, mais malheureusement, le calendrier des séances de l'époque n'a pas été conservé. Il y a un trou dans les archives du Conseil d'État pour la période 88 à 94, à cause, me dit-on, du passage à la dématérialisation, et donc on ne peut plus retrouver la date exacte. Je crois que c'était le 4, si c'était le 2, ça ne changerait pas grand-chose, sauf que j'ai eu 2 jours de plus pour préparer quand même. Donc nous sommes donc le 4 octobre a priori. Le président Vught, donc, qui était le président de la 10e sous-section, on dirait aujourd'hui la 10e chambre, est arrivé avec une pile de dossiers à cette séance donc consacrée à toute autre chose. Et cette pile de dossiers était, nous a-t-il expliqué, les affaires concernant le contentieux des élections européennes du 18 juin 1989. Et il nous a exposé qu'à la demande du président Long, il avait recherché si une de ces affaires, parce qu'on était susceptible de poser cette question, ne poserait pas la question du contrôle de conformité des lois aux traités internationaux, ce qui pourrait donner l'occasion de réexaminer, c'est le terme qu'a utilisé le président Vught, la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État en la matière. Et il en avait identifié une, disait-il, donc c'est le président Vught qui l'a trouvée, la requête d'un certain monsieur Nicolo. Alors, je revois encore très bien cette scène qui se passait en la salle qu'on appelait à l'époque la salle du casino, c'était pas son nom officiel, maintenant c'est la salle Audan, qui était le lieu habituel des séances d'instruction de la 10e sous-section. Et évidemment, dès que le président Vught a prononcé ces mots, je dois dire que j'ai subi une poussée d'adrénaline immédiate. Le jeune rapporteur public bouillonnant que j'étais à l'époque a tout de suite senti, évidemment, qu'il s'agissait de l'affaire du siècle et que j'allais vivre un des grands moments de ma vie professionnelle. Et me sont revenus à l'esprit tout de suite les cours que j'avais eus à Sciences Po, notamment le président Stirn, qui était mon maître de conférence. Je me souvenais comment il expliquait avec beaucoup de brio à quel point le Conseil d'État avait raison, naturellement, dans toute sa théorie sur le plan juridique. Mais je me souvenais aussi des commentaires critiques de nombreux auteurs et du fait que cette jurisprudence, qu'on appelle la jurisprudence des semoules, était considérée comme un des grands points noirs du droit administratif français, par la doctrine, pas par le Conseil d'État. Alors, il y avait quand même un problème dans cette pile de dossiers, c'est que précisément, il y avait beaucoup d'autres requêtes, de protestations, comme on dit en matière électorale, qui concernaient ces élections européennes. À l'époque, il faut savoir que le contentieux des élections européennes devait obligatoirement être jugé par l'Assemblée du contentieux. C'était une aberration qui conduisait, par exemple, à donner acte des désistements en Assemblée du contentieux. Et heureusement, une révision de la loi en 2003 a mis fin à cette anomalie. Mais donc, tout passait en Assemblée du contentieux. Et plusieurs de ces affaires posaient des questions juridiques de contentieux électoral qui étaient elles-mêmes très délicates, concernant notamment les conditions d'organisation de la campagne électorale dans l'audiovisuel public et les conditions de traitement des différentes listes dans les médias publics et privés. Or, et c'est là que les choses se sont gâtées, c'est que le président Vught nous a dit « Le président Long souhaite que le Conseil d'État statue rapidement sur ces élections, puisque dataient du mois de juin, et que donc il souhaitait qu'elle soit examinée, ces requêtes, si possible, à l'Assemblée du contentieux la plus prochaine, qui était le 13 octobre, c'est-à-dire 9 jours plus tard, ou 11 jours, si je me trompe de date pour la séance d'instruction, pour la séance que j'évoquais. Mais donc c'était un délai évidemment très contraint que je me suis cependant engagé sur le moment à tenir.
évidemment. Heureusement, le lendemain matin, ma collègue Anne-Marie Leroy, qui était l'autre commissaire de gouvernement de la 10e sous-section, est venue me voir en me disant que, je cite, « je ne pourrais pas m'en sortir » et qu'il fallait que je puisse me consacrer à ma grande affaire. Et elle m'a très gentiment fait la proposition de prendre les autres affaires que l'affaire Nicolo. Et après quelques hésitations, parce que je le vivais un peu comme une dépossession, j'ai accepté cette offre avec beaucoup de gratitude et j'ai bien fait. Et donc je n'ai gardé que l'affaire Nicolo elle-même, l'affaire Roujanski, qui était une autre affaire également insignifiante s'agissant du dossier lui-même, qui posait la question, et c'est pour ça que je voulais conclure en même temps sur les deux, qui posait la question, elle, du contrôle de constitutionnalité des lois. Et je trouvais bien en tactique de montrer à l'Assemblée du contentieux que les audaces que je proposais ne conduiraient pas à abattre la théorie de la loi écran dans son ensemble, et que restait, bien entendu, l'absence de contrôle de constitutionnalité par le juge administratif. Il y a ensuite, bien entendu, la QPC, etc. Et puis j'avais gardé également l'affaire Sidbon, parce que j'avais commencé à y travailler dès la veille au soir, après que j'ai eu les dossiers, et puis qu'elle posait une question intéressante et assez émoustillante, qui était la contestation de l'éligibilité du président Giscard d'Estaing à l'Assemblée des communautés européennes, à l'époque, Parlement européen, du fait de sa qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel. Je trouvais la question intéressante, amusante un peu aussi, tout en me doutant que le Conseil d'État n'annulerait certainement pas cette opportunité, cette élection. Enfin, j'avais voulu la garder. Voilà. Mais tout le reste, c'est Anne-Marie Leroy qui l'a gardé, et c'était quand même un très très gros travail, et je m'en suis encore aujourd'hui profondément reconnaissant. Alors j'avais dans mon souvenir une séance de sous-section jugeant seul, on dirait une chambre jugeant seul, dans le courant de la semaine, que nous avions hésité à supprimer, puis finalement on avait maintenu. J'avais quelques conclusions à terminer, et finalement je me suis mis à la préparation des conclusions sur l'arrêt Nicolo le vendredi 6 octobre, donc en début d'après-midi, c'est-à-dire très exactement une semaine avant l'Assemblée du contentieux, qui était le 13 octobre à 14h. C'était un défi en termes de calendrier, et je veux dire que c'est aussi pour cela que l'arrêt est resté dans ma mémoire, c'est que j'ai quand même rarement dû travailler sur une affaire aussi importante dans des délais aussi contraints. Et d'ailleurs, mon premier souvenir après la lecture des conclusions, c'est que le président Vught, qui siégeait à l'Assemblée du contentieux et qui se trouvait, d'après l'ordre de préséance à l'Assemblée, qui se trouvait juste à côté du commissaire de gouvernement, s'est tourné vers moi et il m'a dit, ça m'est resté remarquable, je cite, excusez-moi, mais c'est ce qu'il m'a dit, pour la prochaine assemblée, je vous donnerai le dossier la veille. Il faisait allusion au fait que je l'avais fait ça en une semaine. Voilà, alors, troisième chose, une procédure d'examen réduite à sa plus simple expression. Et c'est la conséquence directe, évidemment, du délai dans lequel nous avons dû travailler. Il n'était pas possible de traiter l'affaire dans des conditions normales. Et rien n'a été fait selon les règles de fonctionnement interne habituelles à la section du contentieux. Alors, je crois que le code a bien été respecté, hein, mais, enfin, à l'époque, le décret de 63, mais il n'y a pas eu de note du rapporteur, ce qui peut évidemment surprendre dans une affaire de cette importance. Il n'y a pas eu non plus, par voie de conséquence, de note de révision, puisqu'il n'y avait pas de note du rapporteur à réviser, ça se comprend très bien. Il n'y a pas eu non plus de séance d'instruction, ce qui est pour le moins contraire à l'usage pour une affaire d'assemblée. Il y a quand même eu une brève réunion informelle, toujours en salle du casino, consacrée, pour les gens qui ne connaissent pas le Conseil d'État, quelle salle du casino, parce que c'est là que se trouvait le casino quand le régent donnait ses soirées. J'explique qu'il n'y a pas de casino au Conseil d'État, mais c'est le nom qui était conservé pour cette salle. Donc, une brève réunion consacrée à l'affaire avec le président Vught, le rapporteur désigné Cyril de Montgolfier, qui est ici présent, et je le remercie, qui était un jeune auditeur d'1 an et demi d'ancienneté, ça a été rappelé par Martine de Boilef tout à l'heure, et l'un des responsables du centre de documentation, donc l'ancêtre du CRDJ actuel, auquel la sous-section avait demandé en urgence de faire une recherche de documentation. Et ce responsable du centre, qui était Michel Azibert, il était d'ailleurs à ce moment-là sur le départ, à quelques jours près, pour prendre ses fonctions à TDF, où il a ensuite fait toute sa carrière. Donc, Michel Azibert m'a donné effectivement à cette réunion un petit dossier documentaire qui comportait quelques articles de doctrine et les références d'anciennes conclusions de commissaire de gouvernement qui pouvaient m'être utiles, et le tout accompagné d'une note sur laquelle il avait jeté en style télégraphique quelques idées, une note sur une feuille de petit format,
Alors, je peux vous la montrer pour ceux au moins qui sont présents, qui sont devant. Vous voyez ce que ça représente. Donc, il y a 1 page et demie de ce petit format. Je le montre parce que c'est le seul document dont je disposais pour préparer mes conclusions sur l'arrêt Niccolo. Je n'avais aucun autre travail préparatoire de la part du Conseil d'État. Alors, pendant une partie de la semaine, il n'y avait pas non plus de projet de décision. J'en ai fait un jour la remarque au président Vught, qui m'a répondu. Alors pour ceux qui l'ont connu, il avait toujours ce style un peu bourru, bougonnant et très drôle. Il m'a dit, c'est pourtant vrai, nous allons griffonner un bout de projet. C'était l'expression qu'il a utilisée avec le rapporteur. Et j'ai vu effectivement arriver très rapidement un projet, alors rédigé, qui n'était pas un bout de projet, qui était un projet, et qui était rédigé très convenablement, avec le choix de rédaction que j'expliquerai tout à l'heure de ne pas motiver véritablement sur le revirement de réponse, mais en tout cas, ce n'était pas du griffonnage. Et ce projet avait été préparé sur le champ par le rapporteur et aussitôt revu par le président Vught. Alors, il faut dire aussi que je ne parle que de mes affaires, mais la sous-section devait travailler en même temps sur les autres affaires du contentieux électoral, qui étaient, sur le plan de la rédaction, plus complexes. Alors, voilà comment a été préparée, dans des conditions un peu particulières, comme vous le voyez, l'affaire Niccolo, pour ce qui est seulement, j'insiste, du travail de la sous-section. Parce que dans le même temps, le président Long labourait le terrain, si je puis dire, de son côté. Il l'a raconté lui-même, notamment dans un entretien à la JDR en 2014, qui est la première référence d'ailleurs sur la bibliographie qui a été distribuée. Je pense que vous n'aurez pas le temps de lire tout. S'il n'y a qu'une seule chose à lire, c'est ça. Ça fait un peu plus d'1 page. Et tout est dit par le président Long. Donc, c'est Genèse de l'arrêt Niccolo, de la décision Niccolo. On ne peut pas trouver le titre plus évocateur en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Le président Long raconte qu'il entreprenait les membres de l'Assemblée du contentieux. Alors, il dit au hasard des rencontres dans les couloirs, mais je pense qu'il provoquait un petit peu ces rencontres en aidant un peu le hasard, afin de les convaincre du bien fondé de l'évolution jurisprudentielle qu'il appelait de ses voeux. On le sait bien, je pense que tout le monde ici le sait, et qu'il estimait désormais possible. Il l'explique à la suite de l'arrêt Alitalia du 3 février 1989, donc quelques mois plus tôt, qui avait posé le principe de l'obligation pour l'administration d'abroger les actes réglementaires contraires aux objectifs de directives européennes. Alors, ça n'a pas de rapport direct avec le sujet, mais ça montrait quand même une évolution des mentalités qui commençait à changer au sein du Conseil d'État sur les questions d'intégration de droit international et en particulier européen. Et il a pensé, à partir de ce moment-là, que le moment était venu pour un revirement. Il explique d'ailleurs dans cet article que c'est la présidente Bauchet qui, à la séance, lui a dit « Maintenant, le Conseil d'État pourra tout faire ». Et ça lui a demandé, ça lui a mis la puce à l'oreille pour poursuivre dans la même voie et proposer à la première occasion aux collègues de l'Assemblée du contentieux de revoir cette jurisprudence. Alors, je n'ai pas été témoin de tout ce qui se passait ainsi en coulisses, parce que j'avais autre chose à faire qu'à espionner dans les couloirs ce qui se passait, mais le président Long, on n'en m'a rien dit sur le moment, même si je m'en doutais. Il m'en a informé explicitement beaucoup plus tard. Il m'a expliqué toutes les démarches qu'il avait faites, mais bon, sur le moment, il ne m'avait pas parlé, je m'en doutais bien sûr. Alors, comment ai-je occupé la semaine dont je disposais pour préparer ces conclusions? Alors, ni en lisant le dossier, puisque je vous ai dit comment il était composé, il ne fallait pas plus de 5 minutes pour en prendre connaissance, ni en lisant non plus les documents préparatoires de la sous-section, puisqu'il n'y en avait pas, et pas non plus vraiment, je dois dire, en réfléchissant au sujet, parce que, en fait, j'avais réfléchi à ce sujet depuis déjà bien longtemps, en fait, depuis mes études à Sciences Po. Et c'est ce qui m'a beaucoup facilité les choses, c'est que je n'ai eu, dès le départ, aucune hésitation sur le sens de mes conclusions, pas non plus d'hésitation sur le fondement de la solution, qui était de dire qu'il y avait, dans l'article 55 de la Constitution, une habilitation implicite donnée aux juges pour écarter les lois contraires à un traité international. D'ailleurs, cette thèse avait déjà été défendue par le professeur Chaput, par le président Genevoix, donc je n'étais pas quand même un terrain isolé. Et la difficulté pour moi n'était pas du tout dans la réflexion finalement, mais elle était dans la rédaction des conclusions pour arriver à présenter les choses de façon habile sur le plan, suffisamment habile sur le plan technique pour que l'Assemblée du contentieux ne se rebiffe pas et soit conduite en douceur à se déjuger, à se rallier à la nouvelle solution, ce qui était quand même pas très facile, parce que la jurisprudence des SMOUL avait été rendue en section, mais elle avait été confirmée à plusieurs reprises, y compris en Assemblée du contentieux.
notamment en 1979 l'arrêt Union démocratique du travail. Alors c'est pourquoi j'ai occupé moi aussi une partie de cette semaine à rencontrer les membres de l'Assemblée du contentieux, ce qui d'ailleurs de toute façon est dans les usages du Conseil d'État. Lorsqu'on passe une affaire en Assemblée du contentieux, on va voir les membres de la formation. Donc je ne dérogeais pas aux règles, mais enfin il se trouve que j'en avais en l'occurrence particulièrement besoin. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de chacune de ces rencontres, mais je dirais que l'ambiance générale était, on pourrait la décrire ainsi, à une résignation face à une évolution jurisprudentielle qui paraissait sans doute inévitable en opportunité, même si elle n'était pas perçue comme véritablement justifiée en droit. Et je n'ai rencontré au cours de ces rendez-vous ni hostilité affirmée à la thèse que je soutenais, ni non plus le moindre enthousiasme à son égard. Il y avait parmi tous ces entretiens deux rencontres que je redoutais particulièrement. D'abord, une rencontre avec le président Combarnous. Alors, je la redoutais d'abord parce que je ne connaissais pas sa position personnelle sur l'affaire et que j'avais quand même quelques raisons de penser, je le connaissais, qu'il n'était pas nécessairement spontanément favorable à l'évolution que j'allais proposer. Et puis aussi, je redoutais de toute façon toujours, et comme tous mes collègues commissaires de moment, un entretien avec le président Combarnous, qui était notre statut du commandeur, qui parfois nous rudoyait un peu, et qui en tout cas impressionnait beaucoup le jeune membre du Conseil d'État, tout juste promu maître de requête que j'étais à cette époque. Alors j'ai trouvé le président Combarnous sur le fond, et pour mon grand soulagement, plutôt résigné, lui aussi pour des raisons d'opportunité, à un revirement de jurisprudence, même s'il m'a redit d'emblée que la solution dite des semoules était juridiquement impeccable. C'est le terme qu'il a utilisé et qui m'est resté. Et d'ailleurs, il n'était pas faux. Et dans mes conclusions, je n'ai pas contesté l'ancienne solution véritablement, à la fois pour des raisons tactiques et aussi parce que je pensais qu'elle était parfaitement justifiable également en droit. Alors en revanche, l'entretien m'a catastrophé de façon imprévue sur un tout autre plan. C'est que le président Combarnous m'a intimé la consigne d'être très bref, en me fixant une durée précise, 20 minutes, ce qui n'est objectivement pas beaucoup pour une belle affaire d'assemblée. Alors, il a justifié cette position en me disant que le rôle de la séance était très chargé, ce qui était vrai parce qu'il y avait en plus de sombres affaires d'une autre sous-section sur des décrets en Conseil d'État, sur les statuts particuliers de cadre d'emploi de la fonction publique territoriale qui étaient assez compliqués. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'affaires au rôle. Et il m'a dit, de toute façon, je me souviens des expressions, ce n'est pas la peine de faire des tirades. Et il a ajouté, c'est une chose qui était parfaitement exacte, mais qui évidemment m'a un petit peu heurté à l'époque, il n'est d'ailleurs pas nécessaire que vous exposiez la question de droit aux membres de l'Assemblée du contentieux parce qu'ils la connaissent par cœur. On n'a pas vraiment besoin de vous pour nous l'expliquer. C'était vrai, c'était incontestable, mais évidemment, ça m'avait laissé un petit peu pantois sur le moment. Alors, cette limite de 20 minutes m'a beaucoup gêné, m'a posé beaucoup plus de problèmes que l'affaire elle-même, parce que j'avais peur d'être trop long. Et je me souviens avoir passé une partie du temps de préparation à couper des passages entiers, avec regret parfois. Et d'autre part, je m'inquiétais en sens inverse de ce que penserait la doctrine, et de façon générale les observateurs extérieurs qui ne connaissaient pas la consigne interne qui a pu m'être donnée, d'un commissaire qui aurait paru expédier en quelques pages une affaire de cette importance sans apparemment voir tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Alors, en fait, je ne suis jamais arrivé à résoudre ce dilemme qui m'a un petit peu obsédé pour la rédaction des conclusions. Alors, j'ai fait aussi court que je le pouvais dans la limite du raisonnable, mais sans vraiment respecter cette limite de 20 minutes. J'en étais même assez loin le jour J. Et le président Combarnous, d'ailleurs, la bonté de ne pas me le reprocher après coup, mais je dois dire, je n'avais pas respecté cette consigne des 20 minutes, même si je m'étais astreint à le faire pendant une grande partie de la semaine qui précédait. Et alors, l'autre rencontre que je redoutais, c'était la rencontre avec Mme le Président Questiaux, ici présente également. Je suis très surveillé dans cette conférence. Elle était à l'époque présidente de la section des travaux publics, donc membre de l'Assemblée du contentieux, et surtout également ancien commissaire du gouvernement dans la fameuse affaire dite des semoules qui avait fixé la jurisprudence antérieure. Alors là aussi, j'ai eu la bonne surprise d'avoir face à moi une interlocutrice plutôt résignée au revirement, même si c'était avec un certain nombre de scrupules et d'hésitations.
et même prête à se laisser convaincre du bien fondé. Alors je me souviens là aussi de l'expression précise qu'avait utilisée le président Questiaux. Elle m'avait dit « Je n'aime pas les jurisprudences à rebours ». C'est ainsi qu'elle avait qualifié la science des Desmoulins telle qu'on pouvait l'apercevoir en 1989. Et elle m'a surtout exposé les arguments qu'on pouvait opposer à ma thèse, en m'expliquant qu'elle serait très attentive aux contre-arguments que j'arriverais à y opposer dans mes conclusions, ce que je me suis attaché à faire. Il y a toute une partie des conclusions où je dis on pourrait objecter que, etc. Tout ça, ce sont en fait une grande partie des réponses aux arguments de Madame le Président Questiaux. Et évidemment, avoir répondu à tout ça a contribué à me faire dépasser les fameuses 20 minutes, parce que ça prenait du temps. Mais je me suis attaché à relever ce défi, parce que je tenais quand même à avoir quand même un avis aussi important que celui-là, si possible, en faveur des conclusions. Et donc, j'ai répondu aux différents arguments qu'elle avait, aussi bien que je pouvais, que Madame la Présidente Questiaux avait énumérés. Alors, il y avait, à l'opposé de ces deux rencontres que je craignais un peu, deux moments, au contraire, que j'attendais avec plaisir. D'abord, la traditionnelle réunion avec le vice-président qui précède tout examen d'une affaire en assemblée du contentieux, comme je le pressentais, encore que, jusqu'à ce stade, je n'avais eu aucun contact direct avec le président Long au sujet de l'affaire. Comme je le pressentais, il était en faveur du revirement, bien sûr. Et il s'est surtout enquis lors de cette réunion de savoir dans quel sens j'entendais moi-même conclure, ce qu'il ne savait pas non plus jusqu'à ce moment-là. Et ça lui importait, il l'a expliqué, pour deux raisons. D'abord parce que ça pouvait avoir une influence sur l'issue des délibérations. En principe, les conclusions de la procédure publique sont d'ailleurs faites pour cela, mais il considérait que les délibérations restaient incertaines. Il avait constaté, imagine comme moi, cet état d'esprit de résignation contrainte qui n'est quand même pas, qui peut donner lieu à des délibérations pouvant partir dans un sens qui n'est pas nécessairement celui qu'on espère par définition. Et puis aussi, il m'a expliqué qu'il espérait, dans un souci de communication extérieure sur lequel je vais revenir, qu'en cas d'adoption de ce revirement, ces conclusions puissent servir d'explication de texte à l'arrêt lui-même. Alors, je me souviens être sorti de cette réunion avec un large sourire, ce qui n'a été le cas à l'issue d'aucune des autres rencontres, qui étaient beaucoup plus, de mon point de vue, beaucoup moins réjouissantes. Et alors, l'autre entretien que j'ai eu n'était pas avec un membre de l'Assemblée du contentieux, dont je me réjouissais, c'est avec un autre éminent collègue qui avait beaucoup écrit sur le sujet et qui prônait de longue date l'abrogation des Desmoulins, c'était notre collègue Bruno Genevoix. Je voulais le voir pour bénéficier de sa science. Il était à ce moment-là secrétaire général du Conseil constitutionnel. Je suis allé le voir en voisin dans l'aile Montpensier de ce palais. Et je dois dire que cet entretien a été un grand moment que je regrette de n'avoir pas pu filmer. Parce qu'après avoir commencé à me parler du sujet avec beaucoup de conviction, il me disait tout le bien qu'il pensait du fait que j'étais dans le même sens que lui, il s'est mis en fait à improviser les conclusions qu'il aurait aimé prononcer sur l'affaire, allant même, dans mon souvenir, jusqu'à se lever à un moment de son bureau. Alors, je ne sais pas si c'était pour mieux réfléchir ou pour se mettre en situation de commissaire du gouvernement, mais et alors, en ponctuant, ça m'est resté en ponctuant régulièrement son propos de « messieurs ». Messieurs, vous êtes toujours considérés que, messieurs, vous devrez désormais juger que, messieurs, messieurs. Et je me suis dit à ce moment qu'il méconnaissait gravement le fait qu'il y avait déjà à cette époque des femmes à l'Assemblée du contentieux. C'est ce que je me suis dit en l'écoutant. Il y avait la présidente Questiaux, la présidente Grévis qui était dans la section sociale. Mais enfin, c'était toujours pour lui, c'était messieurs. Et alors, j'ai essayé d'interrompre ce monologue passionné en glissant, je crois, à 2 ou 3 reprises, des phrases du type « Tu sais, Bruno, les conclusions, je les écrirai moi-même, je sais le faire, mais ça n'a eu aucun effet. » Et il a poursuivi le fil de sa pensée. Ceci étant, je dois dire qu'entendre les conclusions de président Genevoix sur l'affaire était quand même très utile pour le vrai commissaire de gouvernement de l'affaire. À l'époque, c'était commissaire de gouvernement. Et je pense avoir grappillé par-ci, par-là quelques formules que j'avais entendues de sa bouche, même si j'ai quand même tenu à faire mes propres conclusions, évidemment. Alors j'ajoute que le président Genevoix m'a demandé, après, c'était vraiment son affaire quelque part, il avait du mal à s'en délester dans son esprit, c'était son affaire. Il m'a demandé après la séance de lui communiquer mes conclusions pour me faire ses commentaires avant leur publication. Alors j'ai accepté en craignant quand même le pire, mais les conclusions m'ont été retournées avec seulement des annotations d'ordre purement typographique, ce qui m'a fait plaisir, et d'ailleurs annotations qui étaient, je dois dire, parfaitement justifiées. Alors, la suite des événements est sans doute mieux connue parce qu'elle devient en partie publique.
Ça a été bien sûr la séance d'assemblée du vendredi 13 octobre. Alors un vendredi 13, mais enfin je n'ai jamais été superstitieux, je n'étais pas non plus ce jour-là. Je n'ai pas grand-chose à en dire de plus que la teneur des conclusions elles-mêmes, si ce n'est quand même qu'à la pause, j'ai reçu des félicitations chaleureuses du vice-président et beaucoup d'autres présidents qui participaient à la séance, dont d'ailleurs celle de certaines grandes figures de l'Assemblée du contentieux de l'époque, dont les penchants naturels me laissaient pourtant penser qu'ils ne seraient pas nécessairement en faveur de cette thèse. Et j'avoue que j'y étais très sensible. Et puis il y a eu ensuite les retombées médiatiques de l'affaire qui ont été immédiates. La présidente de Boisdeffre y faisait allusion. Dès le soir de la séance de jugement, parce que l'attaché de presse du Conseil d'État, alors il n'y avait pas encore à l'époque la direction de la communication, etc., c'était Madame Schwartz, que certains d'entre vous on connaît, avait lancé à la demande du président Long toute une campagne de communication qui était très développée pour l'époque. Évidemment, c'était les embryons de ce type d'opération à l'époque. Et elle m'avait même demandé à diffuser mes conclusions aux journalistes le soir même. Et j'ai dû lui rappeler que ça me paraissait contraire aux usages, parce qu'en principe, on ne communique pas les conclusions avant la lecture de l'arrêt. Donc, elle s'est rangée à cette objection. J'avais d'ailleurs un peu de temps, j'avais besoin d'un peu de temps pour corriger les coquilles qu'il pouvait y avoir, parce que j'avais quand même fait ça très vite, comme je l'ai expliqué. Enfin, dès le soir, il y a eu de premiers articles dans la presse, le soir des conclusions, sur les conclusions. Ce qui a d'ailleurs fait dire à un grand professeur de droit que c'était un arrêt qui a particulier d'avoir été célèbre avant même d'avoir été rendu. Et c'est vrai que il y avait des articles avant. Et puis alors certains auteurs, comme le président Genevoix encore, avaient manifestement rédigé leurs commentaires un peu à l'avance, parce que dès le 14 octobre au matin, ils avaient publié des articles très développés sur l'arrêt, ce qui paraissait quand même un peu bizarre. Mais bon. Alors, à la demande du président Long, il a été décidé après la séance, donc 2 jours après, dans mon souvenir, après le week-end, que la lecture serait anticipée, serait avancée à une semaine, donc au 20 octobre, compte tenu précisément de la pression médiatique qui commençait à s'exercer, qui avait été créée par la diffusion des conclusions. Et l'arrêt, donc après la lecture, a été systématiquement diffusé. La présidente de Boisdeffre faisait allusion avec mes conclusions à chaque fois, qui est très substantiellement évoquée dans toute la presse écrite, avec d'ailleurs la une de certains grands quotidiens comme Le Monde. J'ai même, à la demande du président Long, répondu à une sollicitation d'une chaîne de télévision, la 5, qui a fait faillite un peu plus tard, mais je crois que ce n'est pas pour cette raison-là, qui m'avait invité à son journal télévisé. J'étais interviewé par la journaliste Nathalie Saint-Cric, qui officie sur France 2 maintenant, alors toute jeune comme moi, très jolie d'ailleurs. Et de façon générale, la tonalité dans la... Donc elle m'a posé des questions d'ailleurs très pertinentes, enfin, une journaliste sérieuse. De façon générale, la tonalité des réactions dans la presse écrite a été bien sûr très différente selon les tendances politiques, avec des articles très, très critiques. Je crois qu'il y a eu 4 articles dans l'Humanité, et donc un assez neutre qu'a cité tout à l'heure, mais 3 autres qui étaient très critiques sur le fond, parfois même virulents, ce n'était pas le cas de cela. Des articles au contraire favorables, franchement laudatifs pour certains, et bien sûr un certain nombre de comptes rendus plus neutres dans les journaux sans connotation particulière, notamment la presse régionale qui souvent se contente de reprendre la dépêche de l'AFP sur ce type de sujet. La réception par la classe politique a de la même façon été très diverse dans les tendances, ce n'est pas surprenant. Je dirais que simplement que certaines personnalités, à gauche comme à droite, n'ont pas hésité à verser parfois, me semble-t-il, dans certains excès, mais je ne les citerai pas et n'en dirai pas plus. Alors, il y a eu aussi des messages de soutien, dont certains d'un grand poids, et je pense en particulier à une lettre personnelle manuscrite du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, qu'il avait envoyé au président Long, donc nous sommes le 13 novembre 89, c'est 3 semaines après la lecture, dont le président Long m'avait envoyé une copie à l'époque avec un petit mot, parce que, me disait-il, et c'était vrai, mes conclusions étaient citées par le Premier ministre. Et donc je me permets, c'est très bref, je vous rassure, de la lire devant vous. Donc voilà ce qu'écrit Michel Rocard le 13 novembre 89. Monsieur le Président, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'exprimer publiquement sur l'importance pour l'Europe, c'est manuscrit, parfois difficile à lire, sur l'importance pour l'Europe de la décision que vient de rendre la Haute Assemblée. Il s'agit, ainsi que l'a souligné le commissaire du gouvernement, d'une décision d'une rare opportunité, entre guillemets, c'est une citation de mes conclusions, au moment où, sous l'impulsion de la présidence française, l'acte unique est en cours de réalisation. Cette décision historique est à mes yeux le symbole le plus tangible de l'engagement irréversible de la France dans la construction de l'Europe.
Je tenais à vous le dire personnellement, et vous pouvez croire, Monsieur le Président, l'expression des sentiments amicalement dévoués, signé Michel Rocard, donc une lettre manuscrite. Il y a même une rature à un endroit. Elle est brute de décoffrage, si je puis dire. Et bon, évidemment, en particulier le passage sur qualifiant la décision d'historique et expliquant les raisons de cette appréciation est évidemment d'une importance elle-même historique certaine. J'ai découvert dans les archives du président Long qui m'ont été montrées ces derniers jours des lettres émanant de diverses autorités alors en fonction, le garde des Sceaux qui était Pierre Arpaillange, la ministre des Affaires européennes qui était Édith Cresson, qui réagissaient à des courriels par lesquels le président Long leur avait communiqué personnellement l'arrêt avec mes conclusions. Alors, je n'ai pas eu connaissance à l'époque de ces derniers échanges, mais je n'en étais pas surpris parce que le président Long m'avait demandé, quelques jours après l'Assemblée du contentieux, je crois là aussi le lendemain du week-end, si je serais d'accord pour qu'il transmette mes conclusions à différents interlocuteurs. J'avais évidemment dit oui, et donc j'ai su il y a quelques jours à quels interlocuteurs il les avait envoyés. J'en suis évidemment très honoré a posteriori. Du côté de la doctrine, les réactions ont été majoritairement positives, mais il y a eu aussi des oppositions très virulentes de certains professeurs, accusant le Conseil d'État et son commissaire du gouvernement, d'ailleurs parfois les mêlant intimement, d'avoir bafoué les fondements du droit public en violant l'autorité de la loi, et parfois d'ailleurs tout à l'opposé, de ne pas avoir adopté un raisonnement assez pro-européen. Parce qu'évidemment, on n'avait pas retenu le fondement de la suprématie absolue du droit communautaire. Et évidemment, dans mes conclusions, j'avais écarté ce fondement juridique. Donc ça n'a pas plu du tout à une partie de la doctrine. Et j'ai même retrouvé dans mes archives une lettre que j'avais écrite à l'époque, mais que je n'ai pas envoyée. J'ai retrouvé cachetée dans mes archives. J'ai dû avoir un scrupule à la dernière minute. Un professeur de droit qui m'avait insulté dans un article en mettant en cause mon honorabilité au motif que mes conclusions avaient, je cite, des scandaleux relents anti-européens, quand même un peu excessif pour un arrêt qui, au contraire, allait plutôt, me semble-t-il, dans le sens de la construction européenne et de l'intégration du droit, à l'époque, communautaire. Alors, après ces premières réactions, j'ai dû faire pendant des années ce que j'appelle le service après-vente de l'arrêt Niccolo, parce que c'était particulièrement nécessaire, parce qu'une des caractéristiques extraordinaires de cet arrêt, et assez extravagante à la vérité, c'est que, mais ça s'explique par l'état d'esprit dominant que j'ai expliqué qui entoure l'accouchement de l'arrêt, un accouchement un peu difficile, l'arrêt ne comporte aucune explicitation de la solution juridique retenue par le Conseil d'État. Pas de considérant. Là, il y a quand même le visa de l'article 55 de la Constitution. C'est le seul élément auquel on peut se raccrocher. C'est un peu ténu. Ça vaut bien sûr, c'est un peu ténu. Et ça a été évidemment remarqué aux observateurs. Mais enfin, dans les motifs, il n'y a pas un mot. Pas de considérant de principe, donc pas même la moindre explication. Alors, nous sommes très loin des préconisations actuelles issues de la réforme de la rédaction des décisions. On nous explique à quel point il faut motiver le moindre raisonnement juridique en droit et puis expliquer davantage en fait. Voilà, sur les faits, il y avait ce qu'il fallait, mais en droit, vraiment pas grand-chose. Et pour comprendre l'arrêt, il fallait donc inévitablement se référer aux conclusions du commissaire du gouvernement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes conclusions avaient été jointes systématiquement au communiqué de presse qui avait envoyé aux journalistes et à tous les courriers personnels du vice-président adressés à différentes autorités, notamment celles que j'ai citées tout à l'heure. Alors, dans les années suivantes, je n'ai cessé d'être amené à expliquer l'arrêt, c'était d'ailleurs assez prenant, souvent à la demande du Conseil d'État lui-même. Je recevais des mots du vice-président, du secrétaire général, pourriez-vous aller à tel endroit, etc. Bon. Devant des auditoires les plus divers, alors il y a l'Université Paris 1, le CNAM, l'IHEDN, donc tout ça c'est assez classique, mais alors aussi parfois des invitations exotiques à l'Université de Fort-de-France, une fois même à l'Université australe de Buenos Aires. Alors, j'étais déjà en Argentine pour d'autres raisons. J'avais une mission de coopération là-bas. Mais enfin, on a organisé cette conférence à cette occasion et les conférences étaient massivement suivies par les étudiants argentins, ce qui m'a quand même fait plaisir et m'avait un peu surpris. Alors, le souvenir le plus insolite que j'ai gardé de ces innombrables conférences, c'est une que le secrétaire général de l'époque, qui était Michel Pinault, m'avait demandé de faire devant le Rotary Club du Mans, parce qu'il était originaire de cette ville, à une tâche personnelle. Et donc j'avais accepté. Et je me suis retrouvé dans un parterre de notables locaux, composé en grande partie de dirigeants d'entreprises de rillettes, qui me regardaient avec des yeux écarquillés quand j'expliquais l'arrêt Niccolo, me laissaient penser qu'ils avaient un peu de mal à appréhender le sujet, mais enfin, m'ont remercié très poliment de cette intervention. Voilà. Et puis je terminerai cette évocation de la réception de l'arrêt Niccolo par la réaction peut-être la plus cocasse que j'ai eue, qui est venue plus tard, du président Terry, quand il a fait ses célèbres scènes de la science administrative où il illustrait les grands arrêts. Il m'a dit, vous savez, l'arrêt Niccolo a un grand défaut, c'est le pire de tous,
parce que illustrer une notion comme le contrôle de conventionnalité, c'est vraiment un casse-tête épouvantable. Alors, il a trouvé une solution après, il a représenté un bureau de vote sur une plage aux Antilles, et il a ajouté « Heureusement, m'a-t-il dit, vous êtes rattrapé par l'arrêt sur le lancer de nain qui ne pose pas les mêmes difficultés. » Voilà. Alors, pour conclure, je voudrais d'abord rendre hommage au président Marsolon. Vous l'avez compris, j'ai une grande, peut-être, je ne sais pas si on peut parler de relation filiale, en tout cas une grande admiration à son égard. Et en toute humilité, je dois dire, je suis le premier à le dire, que le premier promoteur du revirement de l'arrêt Niccolo, c'est lui, même s'il m'a toujours dit, et s'il a publiquement écrit, je suis reconnaissant qu'il m'attribuait une grande part de ce succès. Je crois en vérité que les rôles ont, comme souvent, été un peu partagés. Et je crois que tout est dit dans un mot personnel que j'ai retrouvé là aussi dans mes archives. Ça date de septembre 2003. C'est une réponse à un mot de félicitation que je lui avais fait à l'occasion d'une décoration, une ultime décoration qu'il a eue. Et je me permets de vous lire, c'est personnel, mais enfin, ça ne fait allusion qu'à des choses professionnelles. Merci de la réponse du président Marsolon. Merci de votre mot, cher ami. Cette dignité que j'estime personnellement devoir au Conseil d'État, notre maison, me fait revivre avec vous des moments qui nous ont marqués. J'ai été très sensible à ceux que vous évoquez depuis mes efforts pour la rénovation matérielle de notre palais. Je suis très reconnaissant pour ça aussi. Et pour faire aboutir et vivre la réforme du contentieux, j'évoque également, jusqu'à notre ouverture européenne, entre guillemets, avec les arrêts Alitalia et surtout Niccolo, auxquels vous avez attaché votre nom. Vous savez que je souhaitais cette évolution et l'avais discrètement préparée auprès de nos collègues de l'Assemblée plénière. Encore fallait-il des conclusions dignes de l'enjeu. Vous avez eu le souffle qui était nécessaire. Alors, je lui laisse la responsabilité de cette dernière phrase très, très élogieuse, mais c'est l'occasion pour moi de vous dire toute l'admiration encore que je porte à ce grand personnage du Conseil d'État qui a été le président Long. Et je dirais, au-delà de l'affaire Niccolo, au-delà du renouveau de la jurisprudence qu'il a impulsé, il a permis au Conseil d'État de renaître, à mon avis, à l'issue d'une période qui n'était pas la plus florissante de son histoire. Je n'en dirai pas plus. Et pour terminer, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai eu à évoquer devant vous ce soir, mais ces souvenirs des intenses moments d'il y a 30 ans où s'est fait l'arrêt Niccolo, malgré le petit désagrément que m'avait initialement occasionné l'invitation de la présidente de Boisdeffre, parce que je dois dire qu'être convié par le comité d'histoire à raconter sa propre expérience m'a donné subitement un coup de vieux que j'ai eu psychologiquement un peu de mal à supporter.